Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, comme tous les jours, notre débat entre 11h et midi, chaque jour consacré à un sujet différent évidemment. Et aujourd'hui, nous allons parler des mouvements écologistes radicaux, dissolution du mouvement écologiste et les soulèvements de la terre. Le décret sera probablement présenté demain en Conseil des ministres. Il est 11h04. Est-ce que la radicalisation fait avancer la cause environnementale? C'est l'une des questions que je pose ce matin, que nous posons tous ensemble. Et vous pouvez répondre à cette question 0826 300 300 vous-même. Est-ce que l'ultra-gauche a noyauté quelques mouvements écologistes, même la plupart des mouvements écologistes? La lutte pour préserver notre environnement est-elle la priorité des écologistes radicaux? Est-ce que les mouvements radicaux font évoluer les choses et changer l'état d'esprit des citoyens? On en parle ce matin sur l'antenne de Sud Radio librement avec nos invités, trois invités. Anthony Cortez, qui est journaliste à Marianne, auteur de L'affrontement qui vient de l'éco-résistance à l'éco-terrorisme aux éditions du Rocher. Bonjour. Merci d'être avec nous. Eddy Fougier, politologue, spécialiste des mouvements protestataires et enseignant à Sciences Po Aix-en-Provence. Bonjour. Bonjour Eddy Fougier. Et William T, qui est président du think tank Le Millénaire. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors je me tourne tout de suite vers vous, Anthony Cortez. Écoterrorisme, vous n'hésitez pas à employer le mot. Mais on pose la question. Le mot écoterrorisme est suivi d'un point d'interrogation. Et ça, c'est important. Il faut le préciser. Voilà, je voulais que vous le précisiez. Voilà, parce que Gérald Darmanin a utilisé ce mot après les événements de Sainte-Soline. C'est vrai qu'ils ont été très violents. Et nous, on s'est tourné notamment vers les services de renseignement pour leur demander est-ce qu'on en est à l'étape de l'écoterrorisme. Vraiment, eux, ce qu'ils nous disent, c'est aujourd'hui non. Parce que l'écoterrorisme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est chercher, avoir un but criminel avec un objectif politique aussi. Voilà, mais les deux, aujourd'hui, on n'en est pas là. Il y a des actions violentes, c'est vrai, de plus en plus violentes physiquement et matériellement, mais aujourd'hui on n'en est pas là. Alors ce qu'ils nous disent les services de renseignement, c'est qu'il y a tout de même un risque, c'est-à-dire qu'ils nous parlent par exemple d'un précédent en Allemagne avec une tentative d'attentat contre une gigafactory Tesla. Ça a été mené par un groupe d'ultra-gauche mais avec des revendications écologistes. Et là, les services de renseignement nous parlent de cet événement-là pour nous montrer un exemple de la porosité entre les écologistes. Je vais en parler justement. C'est pour ça que je vous posais la question, est-ce que l'ultra-gauche a noyauté certains mouvements écologistes radicaux? C'est une question qu'on doit se poser, évidemment. William T, écoterrorisme, on va pas passer l'émission sur l'expression écoterrorisme, mais vous l'employez, vous? Ah oui, moi je l'emploie. Librement, sans problème? Mais même j'enlève écoterroriste, j'ai dit juste terroriste tout court. Parce que si vous prenez les définitions internationales et nationales de ce que c'est que le terrorisme c'est utiliser la violence à des fins de revendication politique ou idéologique. Qu'est-ce que font les personnes d'extrême gauche, d'ultra gauche, et je mets tous ensemble, Greenpeace, les Black Blocs, etc. C'est qu'ils utilisent le moyen violent, attaquer des centrales, faire de la dégradation, attaquer des biens et des personnes pour faire passer un message politique au nom de l'écologie. Vous pouvez dire qu'ils utilisent un prétexte, c'est possible, mais statistiquement, comprenez la définition, dans le code pénal, le juge pourrait les arrêter et les faire condamner pour terrorisme dans la mesure où ils rentrent dans cette définition. Et je pense qu'en France, on a eu tendance à sous-qualifier les actes. C'est-à-dire que quand quelqu'un agresse une personne, on parle d'incivilité. Non, ça s'appelle une agression. Là, c'est pareil. Un acte terroriste est un acte terroriste. Sinon, vous ne prenez pas la bonne qualification et vous permettez à des gens de continuer la même chose, c'est-à-dire ce qu'ils font toutes les 3 semaines ou toutes les 4 semaines à chaque manifestation à Sainte-Soline ou dernièrement à Lyon-Turin. Eddy Fougier. Alors, j'avais eu le plaisir de parler pendant 1 heure au mois d'octobre de cette thématique-là. Exactement. C'est pour ça que j'y suis revenu, parce qu'aujourd'hui, je constate quoi? Je constate une multiplication, mais des actes violents, mais surtout des manifestations, il y a prétexte à manifestation maintenant de plus en plus souvent. Alors, regardez ce qui s'est passé avec les maraîchers nantais. Il y a 10 jours. Bien sûr. Qui est peut-être d'ailleurs pas la meilleure action menée par les écologistes. On y reviendra parce que je pense qu'il y a une question de définition. Et après, il y a la question essentielle que l'on ne pose jamais, c'est la question de l'efficacité. Et c'est pour ça que je la pose. Il y a une étude qui a été faite en Grande-Bretagne sur l'impact de ces actions sur la perception du public. On y reviendra tout à l'heure. Alors, juste en termes de définition, pour moi, il y a le rapport à la légalité, le rapport à la violence. Et vous avez des actions classiques, manifestations autorisées par la préfecture, grève, là, c'est légal, non violent. Vous avez
comme cela a été le cas récemment, des actions illégales et non violentes. Après, où on met le curseur de la violence, détruire un bien, c'est de la violence. A priori, du côté des autorités... Détruire un bien privé, c'est de la violence. Effectivement, du côté de la loi, du côté des autorités publiques, c'est perçu comme de la violence. Comme je l'avais dit sur ce même plateau, du côté des militants, la violence, c'est viser intentionnellement des individus, pas des biens. Oui. Donc c'est là où il y a la confusion. Et puis on est au stade aujourd'hui où vous avez des actions à la fois illégales et violentes, à la fois sur les biens et quelquefois même sur les personnes. Alors après... Non, mais en faisant la distinction, peut-être, vous allez me dire ce que vous en pensez tous, il y a effectivement beaucoup de mouvements écologistes qui prônent la violence contre les biens, hein, et en disant parallèlement, surtout ne touchons pas aux personnes. Et puis il y a des mouvements écologistes radicaux qui n'hésitent plus à dire, mais la violence contre les forces de l'ordre, pourquoi pas ? Et même qui appellent à la violence contre les forces de l'ordre. C'est pour ça que Élie Fougier. On est sur une ligne de crête, comme je l'avais dit la dernière fois, entre avoir des armes dites par destination, avec l'intention d'en découdre avec les forces de l'ordre, comme c'est le cas lorsqu'il y a en amont des interpellations et puis des perquisitions qui sont faites par les forces de l'ordre. Et donc là, on reste dans quelque chose qui est très violent, mais qui n'est pas du terrorisme. Et puis, il y a le cap suivant, qui est avoir des armes et viser à tuer. Juste, je vais vous donner un exemple. Dans les années 90, il y a un rapport qui avait été fait en Italie sur la flexibilité du marché du travail. Bon, vous avez des mouvements qui vont manifester contre ce rapport, et puis vous avez les nouvelles brigades rouges qui ont décidé d'assassiner les auteurs du rapport. Donc, pour moi, le terrorisme, c'est quand on passe à ça. Alors, est-ce qu'on va y aller ? Est-ce qu'on est sur ce chemin-là ? Ça, on ne sait pas. Ça fait des années qu'on voit des rapports qui nous disent attention, attention, attention. On voit sur certains sites militants, des militants qui font l'éloge un petit peu de... j'ai vu quelqu'un qui disait il faut une fraction armée verte, en référence aux fractions armées rouges des années 70. On peut être aussi dans une posture pour dire on est fort, on va être capable de mener ce type d'action. Il faut être vigilant. Ça ne veut pas dire effectivement que ce que l'on vit aujourd'hui, ça n'est pas violent. On est dans un infraterrorisme qui est très violent et de plus en plus violent. On l'a vu à Sainte-Soline le 25 mars dernier. Alors, on va parler de cela. On va parler effectivement du rapport entre les mouvements radicaux, les écologistes radicaux et l'extrême gauche, la porosité dont vous parliez il y a un instant. Puis ensuite, je poserai donc la question, est-ce que cette radicalisation fait avancer la cause environnementale ? Parce que c'est une question de fond. Certains disent oui, d'autres disent non. Allez, nous allons débattre tout cela. Petite pause, première pause, il est 11h12, vous êtes sur Sud Radio et vous n'hésitez pas à intervenir, 0826 300 300. Jean-Jacques Bourdin. Bien, le débat est passionnant. Est-ce que la radicalisation fait avancer la cause environnementale, oui, non? Anthony Cortez, je rappelle que vous êtes journaliste à Marianne, auteur de L'affrontement qui vient, de l'éco-résistance à l'écoterrorisme. L'affrontement qui vient, vous pensez qu'il y a un affrontement qui s'annonce? Malheureusement, on le voit se dessiner chaque jour à chaque nouvelle action, parce qu'en fait on voit deux camps qui se radicalisent l'un et l'autre et qui se radicalisent mutuellement. C'est-à-dire qu'on voit les écologistes qui sont prêts à passer un cap parce qu'ils disent voilà, on est face à l'inaction et en plus on n'a pas le temps. C'est-à-dire que les rapports scientifiques s'enchaînent et ils nous disent voilà, il nous reste 3 ans pour passer certains caps, donc il faut agir tout de suite avec des mesures très radicales. Et ensuite, en face, on a l'État qui durcit son jeu aussi et qui vote de plus en plus de lois pour réprimer le problème, et on va en parler après, et d'ailleurs nous allons recevoir André Debacker qui est membre de Scientifiques en Rébellion, qui va nous dire quelle est la position. Le problème, c'est que le progrès prend son temps. Comprenez. Alors, il y a urgence climatique, c'est vrai, mais les progrès scientifiques ont leur rythme. Est-ce que tout détruire aujourd'hui et être en décroissance, c'est une solution, alors qu'il faut trouver des solutions? Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous pose une question. Vous me parlez de la porosité entre l'extrême gauche et les mouvements écologistes radicaux.
radicaux. Vous la constatez de plus en plus, cette porosité ? Oui, bien sûr. Et cette porosité, elle a été organisée aussi. Parce que, par exemple, les soulèvements de la Terre, on en parle beaucoup en ce moment avec cette question de la dissolution qui devrait être prononcée demain en Conseil des ministres. Les soulèvements de la Terre axent leur stratégie sur la mise en place d'un flanc radical. Le flanc radical, c'est une théorie qui a été mise en place, qui a été élaborée par Andreas Malm, qui est un universitaire suédois, qui dit en gros, le mouvement écologiste modéré n'a pas été entendu jusqu'à maintenant, donc il faut s'entourer d'éléments plus radicaux, notamment venus de l'ultra-gauche, pour faire planer la menace de la violence et donc amener le flanc plus modéré à être entendu et à pouvoir et à discuter avec l'État, et à être pris au sérieux en quelque sorte. Et donc en s'entourant des plus radicaux pour faire planer cette menace-là, on a vu malheureusement cette stratégie voir les radicaux prendre le pouvoir, notamment à Sainte-Soline, et cette porosité, elle s'est installée, et on l'a vu aussi dans les Alpes, parce que dans les Alpes, là, contre le Lyon-Turin, on a vu des radicaux venus de l'Italie, on en a vu certains Français aussi, et on voit en fait de plus en plus les groupuscules. Très bien, la lutte pour la préservation de l'environnement se transforme en lutte anticapitaliste. Ah oui, mais c'est totalement assumé d'ailleurs. Totalement assumé. Par exemple, je vous parlais d'Andreas Malm, mais juste pour finir avec lui, par exemple, lui se détourne totalement de la théorie de l'anthropocène, c'est-à-dire l'être humain est responsable du réchauffement climatique sans distinction de classe ou de zone géographique, pour aller vers le capitalocène, c'est-à-dire le responsable, c'est la société capitaliste thermo-industrielle, et il faut abattre ce système-là et donc amener un modèle alternatif tout de suite très radical. Claude est avec nous. Claude est dans les Hautes-Pyrénées. Bonjour Claude. Oui, bonjour monsieur. Merci. Donc, que dites-vous de votre côté ? Alors moi je dis que la violence qui est faite par les écologistes radicaux, ça sert strictement à rien. Enfin, cette violence-là ne sert strictement à rien. Ils pourraient la faire d'une manière beaucoup plus organisée. Par exemple, comme vous voyez par rapport au Mercosur, on vient nous dire l'écologie, les gouvernements, ils font ce qu'il faut. Ils vont nous détruire nos agriculteurs en diminuant les bovins, et on va importer de la viande complètement pourrie de l'Amérique du Sud, du Canada et d'Australie, avec les bateaux qui vont polluer, avec des conditions d'élevage des animaux là-bas qui sont inacceptables, et en détruisant nos agriculteurs. Là, alors allez-y, allez faire des reportages, montrer à tout le monde ce qui va se faire, montrer à tout le monde cette viande. Bon, alors, pour l'instant, il n'y a pas d'accord, Mercosur. Pour l'instant, ça a été signé en 2019. Ils avaient juste à mettre en application. Le Mercosur a été mis en place. Il y a juste à mettre en application. Non, l'accord Mercosur n'est pas un accord qui est encore en fonction, parce que il y a au niveau du gouvernement français, je crois. Et d'autres gouvernements, Mercosur, c'est pas encore. Il y a une opposition. Il y a une opposition aujourd'hui. C'est pas encore dans les faits, Claude. Mais ça reste possible. Ça ne nous empêche pas d'importer des poulets d'Amérique du Sud et notamment du Brésil. Allez, donc vous voyez, moi ce sont des actions comme ça qu'il faut montrer au grand public ce que font nos gouvernements dans leur inaction. C'est pas la peine de détruire, ça sert strictement à rien. Il faut aller apporter l'information au grand public. Et c'est là où les médias ont leur importance de montrer la véritable information, cette destruction de notre planète. Alors, pas la destruction de la planète, on l'a partout. On l'a aussi dans l'utilisation des minerais pour nos voitures électriques. Ils sont en train de tout défoncer. Quand on fait des minerais, quand on utilise des mines, toute cette partie-là est complètement morte. Claude, vous croyez qu'en utilisant du pétrole, on ne détruit pas ? Et alors, on continue, là, on finit ce qu'on a détruit avec le pétrole, mais on ne va pas rajouter encore le carnage. On ne va pas rajouter le carnage, vous voyez ? Donc on dit, voilà, on détruit le pétrole, donc on peut détruire avec l'électrique. Ah ben allons-y, on l'a déjà fait. Allez, soyons fous, finissons la Terre, pas de souci. Bien, merci Claude. André Debacker est avec nous, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes membre de Scientifiques en Rébellion. André Debacker. Alors, est-ce que, la question que je pose, question de base, est-ce que la radicalisation fait avancer la cause environnementale ? Alors, pour ma part, je pense que la radicalisation, c'est une des réactions possibles quand on est dans l'action et que éventuellement on ne trouve pas les liens suffisants dans la société pour que cette action ait des conséquences, permette l'évolution du système. Puisque c'est pour ça que j'ai entendu vos invités. Moi, je trouve ça intéressant de mettre des gens dans des catégories, mais malheureusement, on perd des notions. Nous, les
scientifiques, on s'attache vraiment à la façon dont les problèmes sont posés, on perd des notions et c'est toute la question de ce tissu social, puisque tous les activistes, mais aussi vos invités et les auditeurs sont en lien avec leurs familles, leurs amis, leurs collègues, et on voit bien que ce tissu social n'est pas homogène, que ce soit sur l'accès à la connaissance, la philosophie, la capacité à s'adapter. André Debacker, je vais être concret. Très simplement, concret. Vous avez chez les écologistes des mouvements différents, évidemment, divers et variés. Et le premier nous dit il faut essayer de ne pas détruire, essayer de chercher des solutions qui préservent notre environnement et on s'appuie sur le progrès scientifique, entre autres. Et puis vous avez d'autres écologistes qui disent il faut aujourd'hui décroître absolument et on ne fait pas confiance à la science. Oui. Et c'est tout à fait normal. Et il y a dans la société plein de points de vue différents. Oui, mais quel est votre point de vue ? Eh bien, mon point de vue, c'est que il existe un organe qui doit travailler au lien social, c'est l'État, c'est-à-dire travailler à la cohésion sociale. Pourquoi ? Parce que quand je prenais la référence au tissu, en fait, notre société, elle doit entrer en transition, elle doit évoluer en profondeur à un niveau. En rébellion, on accepte, on assume le côté alarmiste, non pas parce que ça nous amuse, mais parce que les réalités scientifiques sont là. Donc cette transformation en profondeur, c'est-à-dire cette déplacement de ce tissu, il y a d'un côté, on va dire des gens qui amènent du mouvement. André Debacker, vous ne répondez pas à ma question. Je vous pose une question. Est-ce que la défense de l'environnement passe par le progrès scientifique, oui ou non ? La défense de l'environnement passe par le progrès scientifique. À ce niveau-là, la science, c'est un progrès permanent. Elle apporte, pour moi, fondamentalement des connaissances. Ce qui aujourd'hui est montré comme défaillant, c'est la société de consommation. Donc ce qui détruit, ce n'est pas le progrès scientifique, c'est la société de consommation. Et à ce niveau-là, j'ai entendu qu'il y a effectivement des critiques sur le capitalisme, qui lui est plutôt, on va dire, la science de l'économie, de la finance, de la liquidité en fait, et c'est-à-dire la sélection des projets d'entreprises qui doivent être profitables et donc quelque part être aussi profitables à la collectivité. Et ça s'est mis face à l'échec dans les réalités écologiques et dans les réalités de limites planétaires. Donc ça doit évoluer. Et si maintenant on en arrive à une montée des conflits comme ça, c'est parce que l'action de l'État pour transformer ce capitalisme en quelque chose où les règles permettraient cette évolution n'est pas suffisante. Je comprends. Merci André Debacker. Je comprends. Pierre est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Vous soutenez les actions violentes et radicales, Pierre. Quand il n'y a pas moyen de faire autrement, oui. Je suis un pacifiste autrement. Oui. Mais quand il n'y a pas le choix, et là en l'occurrence c'est le cas, je pense que oui, c'est tout à fait légitime, oui, effectivement. Mais légitime jusqu'où ? Pas sans prendre aux personnes physiquement, bien sûr. Oui. Mais comme justement, vous me posez la question tout à l'heure, vous avez dit s'en prendre à des biens privés, c'est de la violence. Mais quand les agriculteurs, sans doute allusion à ce qui se passe à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Ou ailleurs. Non, ailleurs. Je pensais pas à Sainte-Soline, je pensais aux maraîchers nantais. Ah oui, d'accord. Bon, là, c'est un peu différent. Mais pourquoi c'est différent ? Sur la question des maraîchers nantais, je ne connais pas trop bien la question. Donc je ne peux pas m'avancer. Mais sur Sainte-Soline, je suis de la région. Oui. Et je peux vous dire que je connais assez bien. Il y a 6250 agriculteurs dans les Deux-Sèvres, exactement, chiffre officiel. Et pour les bassines, ces fameuses bassines, méga bassines, c'est des méga conneries pour moi, ça profitera 5% des agriculteurs, soit 325 agriculteurs sur 6250.
Voilà. Bon, alors vous dites... Ça, vous dites... Au bien public, c'est une accaparation du bien public, parce que l'eau, c'est un bien commun, Monsieur Bourdin. C'est comme l'air qu'on respire. Hein. Oui. C'est pas fait pour quelques gros exploiteurs, même agricoles. Bien sûr, bien sûr. Alors, mais à ce moment-là... Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes opposé à la propriété privée, vous êtes opposé au progrès scientifique, vous êtes opposé à la liberté d'entreprendre, vous êtes opposé... Ah non, mais je vous dis ça. Je vous dis ça parce que certains... Pardon, mais certains écologistes radicaux que vous soutenez sont, eux, opposés à tout cela. Moi, je soutiens ponctuellement ces actions. Je ne suis pas dans le mouvement idéologique de ces radicaux, vous vous appelez comme ça, bon, appelez comme ça. Oui. Mais quand il s'agit d'actions ponctuelles, en l'occurrence, je parle de Sainte-Souline, mais on pourrait parler d'ailleurs. Hein. Le Lyon-Turin, vous en pensez quoi? Le Lyon-Turin, je ne sais pas si ça a à voir avec ça, mais enfin bon. Ouais, je préfère me concentrer là-dessus. Moi, je pense que le bien commun, c'est déjà une chose. L'eau, c'est indispensable à la vie, Monsieur Bourdin. Lequel droit? C'est les fameux gros paysans que vous soutenez. Non, je soutiens personne. Quand vous avez fait le reportage là-dessus, vous avez passé... Alors, il y a le cache-sexe de ces gros agriculteurs, qui sont effectivement quelques petits agriculteurs, qu'ils mettent en avant. Ils ont le droit de s'exprimer, comme les autres. Oui, mais la majorité aussi, Monsieur Bourdin. Eh oui. On les a entendus abondamment, Pierre. Oui, ça, sur votre radio, c'est pas toujours le cas. Hein. Oui. C'est pas toujours le cas. C'est vrai que quelquefois vous leur donnez la parole, je reconnais. C'est vrai. C'est bien de votre part, mais c'est pas très. Bon, voilà. Bon. Enfin. Maintenant. Oui. Bon, Pierre, j'ai compris. Vous dites c'était le bien commun, il est à préserver. C'est ce que vous dites. Hein. Il faut préserver le bien commun. Pour résumer votre pensée, c'est ce que vous dites. C'est tout à fait défendable d'ailleurs. Merci Pierre. Je sais pas ce que vous avez vu tous ces échanges et tout. J'ai pas très bien compris notre scientifique, mais elle disait quand même. Le capitalisme, la productivité, si je puis dire. Ce que je trouve intéressant avec son témoignage, c'est aussi cette façon de renvoyer la responsabilité à l'État. Alors, c'est toujours l'État qui est responsable en France, de toute façon. Alors, quoi qu'il arrive. Mais je pense qu'il faut tout de même regarder aussi la responsabilité de l'État sans dire c'est la faute de l'État. Il faut aussi la responsabilité des citoyens. Il faudra bien sûr, un jour qu'on vive dans une société un peu plus responsable. Bien sûr, mais ça ne doit pas nous empêcher aussi de faire le bilan de l'État et du pouvoir politique. Parce que la défense de l'environnement, c'est déjà le citoyen qui l'a entre les mains, par exemple, au départ. Pendant notre enquête, on a interrogé un certain nombre d'écologistes comme ceux qu'on a pu entendre là, dans toute leur diversité. Et ce qu'ils nous disaient souvent, c'était qu'il y avait un point de bascule, c'était la Convention citoyenne pour le climat, par exemple. Oui. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de la responsabilité des écologistes et des citoyens, mais là, ça a été aussi une grosse déception. Voilà, l'État, de la part de l'État. Et des citoyens sont venus, se sont engagés, ont discuté malgré leurs différences. Ils ont proposé 150 propositions et un quart seulement ont été retenus. Donc à partir du moment où on ne respecte pas aussi la parole populaire, même quand elle est constructive, on ne doit pas s'étonner, en tout cas on ne peut pas totalement s'étonner de la montée de la radicalité. Anthony Cortès a-t-il raison? Oui, mais la Convention citoyenne n'est pas représentative des citoyens. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut dire qu'elle est légitime ou pas? Moi, je suis pas sûr. Mais à partir du moment où on met en place un dispositif, un processus, après, à partir d'un tirage au sort, on doit le respecter. Mais sur les autres surtout que ça a été initié par l'État. Oui, mais vous savez comment ça fonctionne. Vous mettez une convention, c'est les ultras qui infiltrent et c'est souvent les radicaux qui mettent en place leur convention. Et donc, du coup, ça peut là, on peut pas dire ça. Ça a été un tirage au sort de citoyens. C'est totalement au hasard. Et ça a été cadré par les services de l'État. Sur les différents points qui sont abordés, moi, je pense que l'écologie, de toute façon, pour une grande partie de la gauche, a été déçue de la défaite idéologique du communisme. Et donc, du coup, ils ont substitué le communisme par la question écologique en vocation universelle, comme l'était le communisme. Et donc, par conséquent, il y a toujours une notion, un reste qui est anticapitaliste. C'est le problème d'Europe Écologie Les Verts. Pourquoi est-ce que la cause écologique n'avance pas en France? Parce que ça est accaparé par deux tendances, un parti politique qui est Europe Écologie Les Verts et une tendance qui est anticapitaliste. Or, quand vous regardez les mutations mondiales, les grandes émissions de gaz à effet de serre sont faites dans l'Asie-Pacifique. 50% du PIB mondial sera dans l'Asie-Pacifique. 4 milliards de personnes vont atteindre le niveau de classe moyenne dans cette zone-là. Et en conséquence, ils vont atteindre le même niveau de vie que ceux des Américains ou le nôtre. Or, ces personnes-là, et comment vous pouvez expliquer les contraintes d'adopter un nouveau mode de vie? Est-ce qu'on peut les envahir? Est-ce qu'on peut les attaquer? Non. Donc, du coup, il faut les inciter. Or, ce que font les grands pouvoirs publics, comme la Chine, comme les États-Unis avec Joe Biden, c'est qu'ils mettent en place une écologie dite incitative. C'est-à-dire, si vous voulez faire de l'écologie, on va vous
vous payer, on va vous donner de l'argent pour que ce soit rentable. C'est ce que Joe Biden appelle l'Inflation Reduction Act. Et ce que fait Xi Jinping aussi dans le photovoltaïque. Or, je pense que c'est cette tendance-là qui va gagner. Donc, pour répondre à votre question de façon ironique, je pense que le radicalisme fait avancer la cause écologique parce qu'il décrédibilise les anticapitalistes et les partis dits extrémistes et fait gagner l'autre tendance, qui est plutôt la tendance plutôt capitaliste, qui est celle de faire de l'écologie. Dans tous les cas, ça fait bouger les esprits. Oui. Quoi qu'il arrive, ça fait bouger les esprits. Allez, 11h31, petite pause et on se retrouve. Jean-Jacques Bourdin. Bien, soulèvement de la terre, la police a procédé à une série d'interpellations de militants ce matin, notamment près de Notre-Dame-des-Landes. Des personnes ont été interpellées. Ces interpellations sont en lien avec l'action, vous vous souvenez peut-être, conduite le 10 décembre 2022 dans l'usine Lafarge de La Malle à Bouc-Bel-Air dans la banlieue de Marseille. L'action visait à dénoncer les conséquences écologiques et sociales des productions du cimentier, l'un des plus gros pollueurs et producteurs de CO2 du pays. Selon le soulèvement de la terre, la cimenterie de Bouc-Bel-Air est accusée de dépasser régulièrement les seuils de pollution autorisés. Nous verrons quel sera le décret pris demain en Conseil des ministres. En attendant, 11h35, nous nous posons la question, est-ce que la radicalisation fait avancer la cause environnementale? Alors nous continuons notre débat. Eddy Fougier, qu'est-ce que vous vouliez dire? Qu'est-ce que vous vouliez... Vous avez entendu tous les témoignages tout à l'heure que nous avons eus. La question clé, vous la posez, c'est-à-dire comment on fait bouger les choses. Comment on fait bouger les choses? Il y a deux solutions. Il y a deux aspects, c'est-à-dire comment on fait bouger le système économique, le système industriel. Est-ce qu'on le met à bas ou est-ce qu'on lance une grande décarbonation? Et comment on fait bouger les comportements à titre individuel, puisque vous l'avez dit, c'est aussi aux citoyens de prendre en charge une partie de la cause. Et en l'occurrence, il y a une enquête qui a été menée en Grande-Bretagne, c'est assez intéressant, je crois qu'il y a une enquête en cours qui est menée en France. Et avec les résultats qui viennent d'être divulgués, elle a été menée en novembre 2022. On a montré à différentes personnes des vidéos, notamment ces activistes qui menaçaient d'envoyer de la purée de tomates sur un tableau de Van Gogh, des blocages de routes, des blocages de raffineries, puis des actions un peu plus symboliques. Et il s'avère que, dans la plupart des cas, le public a une vision négative de ces actions. Ça, c'est le premier aspect. Ensuite, il y a des actions qui sont vues de façon un peu plus positive. Ce sont les actions qui sont symboliques et les actions qui sont un petit peu carnavalesques, joyeuses, sympathiques, entre guillemets. En revanche, quand ça nuit concrètement à la vie quotidienne des individus, c'est-à-dire un blocage de périph' ou un blocage d'autoroute, ça, les gens n'apprécient pas du tout. A fortiori, les catégories populaires et les personnes de plus de 40 ans. Eddy Fougier, mais ça a le mérite, ces actions radicales, je ne les défends pas, mais ça a le mérite de poser la défense de l'environnement au cœur du débat. La question... D'ailleurs, on débat ce matin. L'objectif, c'est effectivement d'éveiller les consciences, mais avant d'éveiller l'intérêt des médias, sinon on n'en parlerait pas ici, et puis de mettre les choses sur la table pour qu'on en débatte. Bon. Mais si, au regard des résultats, après, les individus ont une vision encore plus négative des luttes, ce qui était le cas après, rappelez-vous les réactions même de beaucoup d'écologistes, de François Gémen ou autres, qui disaient à propos de ce qui s'est passé, Van Gogh, l'action Van Gogh, en disant mais ça met à bas 10 ans d'action que je mène au quotidien et ça va être très contre-productif, et notamment aux yeux des catégories populaires, aux yeux des gilets jaunes, pour aller vite, quoi. Et rappelons-nous que les gilets jaunes, c'est parti du refus d'une taxe carbone, etc., etc., et les bonnets rouges avant. Donc, mais le problème aujourd'hui, c'est que chez de nombreux écologistes, il y a l'idée, cela a été dit, on n'a pas le temps, et on ne va pas s'encombrer d'essayer de convaincre la majorité. Est-ce que ces écologistes-là sont persuadés qu'ils défendent l'environnement, ou est-ce qu'ils sont infiltrés, noyautés par l'extrême gauche? Ce que je veux dire, les écologistes radicaux et l'extrême gauche, finalement, le combat est le même. Le combat est le même. Il est pour la décroissance, il est contre le capitalisme. Le combat est exactement le même. Chez les plus radicaux, oui. Andreas Malm parle de léninisme écologiste. Oui. Et puis, dites-moi, la décroissance, c'est quoi? C'est revenir en arrière. C'est ignorer, renier tout progrès scientifique. C'est très conservateur. Pardonnez-moi, non?
Est-ce que n'est-ce pas très conservateur? Oui, totalement. Mais alors d'abord sur la porosité, ce qui est intéressant, c'est qu'on observe une radicalisation des écologistes et une écologisation des radicaux. Donc en fait, on voit une porosité, mais on voit aussi une fusion en quelque sorte. Mais juste pour rebondir sur ce qui était dit précédemment, je trouve ça très intéressant de voir et de mesurer l'impact que ces actions peuvent avoir sur la population. Mais je me demande si vraiment le but de ces mouvements, des soulèvements de la terre notamment, c'est vraiment de convaincre la population. Je crois pas. Parce que c'est vrai, quand on parle avec ces militants, ils nous disent en fait la quête de la majorité, la voie démocratique, c'est trop long, c'est trop encombrant. Maintenant, on va aller vers la quête de la minorité agissante et on va essayer d'aller faire trembler le pouvoir. Et de ce côté-là, sans juger. C'est très sectaire, pardon. Mais sans juger du fond de leur proposition, de leur stratégie, de ce côté-là, c'est pari gagné parce que sinon, l'État ne voudrait pas dissoudre ce mouvement-là. Ils ont réussi à constituer une constellation très large qui va de la gauche. C'est un mouvement, hein, les soulèvements de la terre. C'est pas. C'est pas une association constituée. C'est pas une association constituée. Et voilà. En fait, ils ont réussi à réunir des sections syndicales, des assos constructives, qui sont là pour l'environnement depuis très 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 longtemps, des partis politiques, des citoyens, des collectifs locaux, et ils ont réussi à constituer tout ça dans un élan, à aller vers la radicalité. Et voilà, quelque part, mission réussie, même si c'est une opération stérile, parce que qu'est-ce que ça va amener? Est-ce que vraiment ça va amener l'opinion à s'intéresser à l'écologie? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait trembler l'État. Oui. William T. Moi, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. L'écologie, c'est le communisme du 21e siècle, c'est le nouveau totalitarisme. C'est-à-dire que, vu comment c'est amené et vu quelles sont les personnes qui maîtrisent ces mouvements et ces noyaux, vraisemblablement, ils vont imposer certains types de comportements. Au sein d'Europe Écologie Les Verts, le parti qui est réputé défendre l'écologie, c'est Sandrine Rousseau qui est désormais dominante avec Marine Tondelier, avec un discours qui est connu entre les riches, le progrès, etc. Même si, par exemple, sur le nucléaire, le discours a évolué quand même, a évolué un peu. Ensuite, après, vous avez ça c'est sur le plan politique. Sur le plan des mouvements, comme vous l'avez dit, en fait, c'est plutôt les radicaux qui sont en train de gagner. C'est-à-dire que c'est les radicaux qui imposent leur thème avec une seule urgence, avec un seul mot d'ordre, c'est « nous n'avons pas le temps », donc du coup il faut aller rapidement. Et ce mot d'ordre en fait leur permet de tout justifier. Or, quand vous regardez la cause écologiste, quand vous regardez les points de détail, si vous voulez vraiment creuser la cohérence de leur discours, quand ils disent qu'on va rentrer en politique de décroissance d'un point de vue économique, ils savent que ça suffira pas. La question qui est posée implicitement, c'est est-ce qu'il faut réduire la population? C'est ça la question qui est posée et qui ne pose pas maintenant parce qu'ils savent que c'est impopulaire. Parce que vous pouvez pas maintenir un niveau de vie avec un tel niveau de consommation, avec un tel rejet de la classe moyenne occidentale et de la classe populaire occidentale. Vous avez un rejet qui a été manifesté par les Gilets jaunes. Vous avez un même rejet qui a été manifesté aux États-Unis par les électeurs de Donald Trump. Vous voulez dire qu'ils n'osent pas dire qu'il faut réduire la population sur Terre. Et c'est dit implicitement lorsqu'ils disent à des personnes, ou ils culpabilisent les jeunes actuellement, lorsqu'ils disent il ne faut pas faire d'enfants. Implicitement, ils veulent une réduction du niveau économique, donc du modèle de consommation, plus une réduction de la population. Mais il y a une anxiété aujourd'hui chez les jeunes qui s'installe, qui est très intéressante et qui fait que beaucoup de jeunes ne veulent plus faire d'enfants aussi. Il y a une éco-anxiété, ça existe. Oui, alors c'est tout à fait avéré. C'est volontaire d'installer l'éco-anxiété. Je dirais qu'il n'y a pas que cette éco-anxiété. Aujourd'hui, dans Libération, on parle de l'IA-anxiété à propos de ChatGPT ou autre. Donc, il y a une anxiété générale. Il y a le sentiment, notamment chez les jeunes, mais pas que, qu'il y a une catastrophe qui nous attend au coin de la rue. Peut-être l'affrontement qui vient, mais c'est la catastrophe qui vient, ou le chaos qui vient. Alors ça va des survivalistes qui s'attendent à une guerre civile, jusqu'aux collapsologues qui sont persuadés qu'il va y avoir un effondrement de la biodiversité, c'est en partie le cas, et du climat, en passant par les adeptes du grand remplacement, tout ce qu'on veut. Donc chacun va trouver aujourd'hui une raison de son angoisse, et toutes les études menées sur l'éco-anxiété montrent que le meilleur moyen de lutter contre ça, c'est d'agir. Et d'agir concrètement, notamment dans un cadre associatif. C'est aussi la raison pour laquelle, aujourd'hui, la désobéissance civile est quelque chose de très attractif, parce que ça permet aux personnes, d'un point de vue très concret, de lutter contre leurs propres angoisses. Oui, et de sortir de leurs propres angoisses. Oui, évidemment. C'est vrai que pour notre enquête, on a rencontré un certain nombre de thérapeutes justement qui mettent en place des ateliers pour répondre à l'éco-anxiété. Et ce qu'ils nous disent, ça va confirmer ce que vous dites, c'est qu'une majorité de ces patients trouvent une réponse dans l'engagement, que ce soit associatif, militant, parce qu'il y a une frustration, il y a une rage, il faut bien... Mais l'action pragmatique, l'engagement pragmatique peut être pragmatique et pas forcément idéologique. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est pour ça qu'il y a deux mouvements écologistes finalement. Il y a celui qui nie et celui qui construit.
Bien sûr, mais l'engagement celui qui détruit et celui qui construit. Ouais. Mais l'engagement idéologique, il naît aussi en réponse à quelque chose, à une inaction, à une frustration. Et tout à l'heure, on parlait des intentions totalitaires ou en tout cas antidémocratiques des écologistes. Mais elle peut aussi s'expliquer, pas se comprendre forcément, mais s'expliquer. Par exemple, quand on s'intéresse au bilan d'Emmanuel Macron, on voit qu'il y a 2 lois, par exemple, la loi ASAP et la loi d'accélération des énergies renouvelables, qui rétrécissent les délais de discussion et de concertation sur les grands projets écologiques. Donc on peut aussi expliquer cette radicalité et ce reflux du temps long, du temps démocratique et même du discussion et du dialogue apaisé par ces éléments-là. Donc oui, ils construisent ensuite une idéologie, mais cette idéologie qui se construit, elle se construit en réponse à un État qui, selon eux, les méprise, ne les écoute pas et les ignore. Mais le temps long, beaucoup d'écologistes disent ça n'existe plus, le temps long. C'est aussi... moi, je vraiment, parce qu'au niveau européen, on le sent, les différences entre les écologistes français et beaucoup d'écologistes européens, des différences politiques, des différences d'analyse économique sont considérables. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous débattons autour de la radicalisation écologique. Est-ce que ça fait avancer la cause environnementale ? Les cibles des mouvements radicaux ont changé au fil du temps. Avant, on s'attaquait aux centrales nucléaires. C'est fini, ça. Ouais. On ne les touche plus. On va s'attaquer aux paysans, aux maraîchers, ou... C'est vrai ? C'est normal. C'est plus facile, remarquez, mais enfin bon. C'est peut-être plus facile, mais surtout l'image a changé. Avant, les centrales nucléaires n'avaient pas forcément une bonne image. Maintenant, les centrales nucléaires ont une bonne image. Est-ce que c'est rentable pour eux d'attaquer les centrales nucléaires ? Avant, ils attaquaient certains types. Ils attaquaient avant les McDonald's, on se rappelle de José Bové, etc. Donc, en fait, ils changent de cible en fonction de l'image et de l'évolution en termes d'opinion publique. C'est-à-dire que maintenant, ils ciblent Total, parce que Total n'a pas forcément une bonne image. Même si les grandes entreprises, à la différence d'il y a 20-30 ans, ont désormais une meilleure image lorsque vous regardez les sondages en termes de taux de confiance des Français envers les grandes entreprises. Il y a 20-30 ans, une grande entreprise, c'est très impopulaire. Cela dit, pardon, est-ce que les grandes entreprises évoluent elles aussi, s'intéressent de plus en plus aux questions environnementales? Est-ce sous l'influence de ces mouvements radicaux ou est-ce parce qu'ils sentent bien qu'il faut, sur un terrain économique, évoluer? Justement, c'est le sujet. Moi, je pense que le meilleur moyen de faire gagner l'écologie, c'est que ce soit rentable économiquement, parce que si c'est rentable économiquement, les gens ont raison d'inciter. Quand vous achetez un produit dans n'importe quelle entreprise, maintenant vous avez des produits éco-responsables. Chaque entreprise se met dessus parce que de toute façon, si par cas vous n'êtes pas écologique, une grande partie des urbains, notamment... C'est le consommateur qui a raison. C'est le consommateur qui a toujours raison. Et si le consommateur veut tel produit, il aura tel produit. Et les entreprises sont obligées de s'adapter, non pas aux mouvements radicaux, mais aux consommateurs. Ensuite, après, la question, c'est est-ce que ces actions-là fonctionnent? Eddy Fougier va le rappeler plus précisément. Moi, je pense que ça ne fonctionne pas. Parce que, comme vous l'avez rappelé, il y a 2 moyens d'action. Soit vous faites bouger les grandes institutions, les États, les organisations multilatérales, etc., pour les faire modifier de comportement, soit vous faites modifier les citoyens. Or, moi, je pense que ce que vous avez théorisé, la personne que vous avez citée qui théorisait le mouvement radical pour faire émerger une voie de consensus, ça marchait lorsqu'il n'y avait pas une situation de rejet. Or, ce qu'on voit depuis une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, c'est que maintenant, il y a des citoyens dans les pays occidentaux qui manifestent un contre-mouvement écologique, un rejet complet. C'est-à-dire qu'avant, ils faisaient un mouvement très radical, ça permettait de bouger toute la population parce qu'il n'y avait que 2 blocs. Maintenant, comme il y a plusieurs blocs, que la société est fragmentée, vous avez des classes populaires, des classes intermédiaires qui viennent manifester en disant « Vous voulez nous imposer un modèle que nous, on ne veut pas, nous, on va faire un contre-modèle différent. » Par exemple, aux États-Unis, vous avez de plus en plus de gens qui roulent en pick-up, etc. Donc en opposition au mouvement écologique. Et en France, vous avez la même chose avec les classes populaires et les classes moyennes qui sont manifestées dernièrement avec les Gilets jaunes. Mais juste pour revenir sur les cibles, moi je pense qu'ils n'ont pas changé de cible, je pense qu'ils ont multiplié les cibles. C'est vraiment l'objectif, c'est faire feu de tout bois. C'est ce que nous disait une activiste en nous disant on veut créer un écosystème d'action, c'est-à-dire que d'abord on voit une constellation écologiste très éclatée, mais par exemple il y a des mouvements de tous les côtés. Voilà, par exemple on voit Extinction Rebellion ou Dernière Innovation qui vont plutôt s'en prendre à Total, on l'a vu sur la journée des actionnaires, ou à Lafarge, les soulèvements de la terre qui vont décentraliser la lutte, qui vont plutôt essayer de se battre contre les bassines, ou on l'a vu sur l'agriculture productiviste, même si ils se sont un peu trompés de cible et de message. Voilà, on l'a vu la semaine dernière près de Nantes. Et puis d'autres qui vont être davantage sur le recours juridique, et là qui vont s'attaquer à l'État qui, selon eux, ne va pas dans le sens d'une transition énergétique. Alors, je parlais, Eddy Fougier, je parlais des élus, mais je remarque que dans l'affaire des maraîchers de Nantes, il y avait des élus députés Europe Écologie Les Verts qui participaient à la destruction. En tout cas, qui étaient là.
était présent. Après, quand vous êtes là, vous participez. Ou alors, vous êtes complice. Vous êtes complice. Mais à Sainte-Soline, c'était la même chose. Oui. À Sainte-Soline, c'était la même chose. Oui. Effectivement, sur les cibles aujourd'hui, le noyau reste les gros émetteurs de gaz à effet de serre, d'une manière ou d'une autre. Donc, de l'agriculture jusqu'à Lafarge, en passant par Total et d'autres entreprises, le plastique, etc. Et puis, il y a un effet d'opportunité aussi. Encore une fois, il est plus facile de s'attaquer à un chantier très, très peu gardé que s'attaquer à une grande multinationale, si ce n'est dans les failles. Et les failles, ça va être par exemple l'organisation d'une AG d'actionnaires. Donc là, effectivement, vous pouvez attirer les caméras. Après, le risque, effectivement, vous l'avez bien dit, c'est une polarisation extrême. Et à un mouvement, il y ait effectivement un contre-mouvement. Un contre-mouvement. Ça a été le cas avec les bonnets rouges en Bretagne sur les taxes, l'éco-taxe. Ça a été le cas des gilets jaunes en partie. Bien sûr. Et donc, comment arriver à lier ceux qui sont obsédés par la fin du monde et ceux qui sont obsédés par la fin du mois, c'est pas de moi, c'est tout l'enjeu. D'autant que, encore une fois, on n'est plus dans la logique où on va essayer de mobiliser des majorités, parce qu'on considère, et cela a été dit aussi, que ce sont les minorités actives qui font bouger les choses, ce qui est historiquement pas totalement erroné. C'est rarement les majorités qui font bouger les choses. Donc, plus le contexte d'urgence où, en général, les spécialistes vous disent que prendre une décision dans l'urgence, en général, vous prenez jamais la bonne. Tout ça fait qu'effectivement, il y a un cocktail un petit peu compliqué. Cocktail compliqué et qui... mais cocktail compliqué qui ne fait pas évoluer la cause écologique. A fortiori. Non. C'est vrai qu'on le disait, ça va cliver la population. Évidemment. Et ça va aussi radicaliser les opposants. Évidemment. Et ça peut aussi radicaliser l'État dans sa répression aussi. Parce que, évidemment. Parce qu'on le voit en ce moment, on voit depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, par exemple, et on l'explique dans le livre, il y a un certain nombre de dispositions qui sont mises en place pour essayer de contrôler et parfois de criminaliser le mouvement, justement parce qu'il est vu comme une menace par ses services. Et donc, quelque part, on met en place la machine qui va nous broyer, qui va nous mettre à l'arrêt. Et bien évidemment. Donc contre-productif. Donc c'est contre-productif. Vous avez bien cité le bon exemple, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est centriste, c'est-à-dire qu'il suit les mouvements de gauche dits populaires et les mouvements de droite dits populaires. Initialement, il était plutôt anti-nucléaire et sur les thèses écologiques plutôt classiques d'Europe Écologie Les Verts, etc. Et vous l'avez vu évoluer au fil du temps. Bien sûr. En raison des Gilets jaunes, qui ont manifesté une contre-opposition à sa taxe carbone, etc. Et aussi en raison des mouvements les plus radicaux, aussi bien politiques les politiques, quels qu'ils soient, suivent l'opinion publique. Suivent l'opinion publique, évidemment. Et l'évolution. Et le bon thermomètre dessus, dans la mesure où il a complètement changé d'opinion. Il a complètement changé... Pas sur les retraites. Non, pas sur les retraites. Oui, vous avez raison. Oui, c'est vrai. Mais il a complètement changé d'opinion. Pourquoi est-ce qu'il a complètement changé d'opinion? Parce que, petit à petit, l'écologie radicale est en train de perdre le combat. C'est manifesté à plusieurs endroits. C'est manifesté dans les villes qui ont été élues, notamment en 2020, Europe Écologie Les Verts. Ça a été montré aussi par les actes qu'ils ont commis. Le fait de dégrader des tableaux, le fait de bloquer des autoroutes, le fait, d'emmerder les gens. Je pense que l'écologie, dans le sens strict, punitif, est en train d'être rejetée par les Français et par la population occidentale qui n'en peut plus d'être punie, d'être culpabilisée. Parce que lorsqu'on va regarder toutes les enquêtes et toutes les études, vous voyez que depuis le protocole de Kyoto dans les années 90, les émissions de gaz à effet de serre des pays occidentaux, dits du pays des G7, ont baissé. Si vraiment ils veulent véritablement agir et agir comme minorité agissante, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas manifester en Inde? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas manifester en Chine contre Xi Jinping qui va les accueillir admirablement et amicalement, ces gens-là? Et c'est ça le véritable point. Les Français et d'autres pays, les Allemands, les Européens, les Occidentaux se disent pourquoi est-ce que c'est notre mode de vie qui est ciblé? Or, ce n'est pas nous qui polluons le plus, c'est plutôt l'Inde, c'est plutôt la Chine avec les grosses usines. Et les États-Unis. Ils ont qu'à aller là-bas. Et les États-Unis. Et les États-Unis, ils ont qu'à aller là-bas manifester contre eux et on verra si par cas la France est véritablement un pays répressif comme ils le disent. Bien, merci messieurs. C'est un débat très intéressant. Nous l'aurons encore une fois évidemment. Il est 11h56. Vous êtes sur Sud Radio. Merci. Les infos et ensuite nous partons pour le Cantal. Nous allons écouter le témoignage d'un éleveur. 23 de ses vaches ont été foudroyées en même temps dans le Cantal. Énormément d'orages partout sur la France. À tout de suite, 11h56.